Donc cette présentation vous est proposée par Blue Moon. Blue Moon qui est une société de conseil qui propose face aux complexités des grandes entreprises d'accélérer l'innovation et la prise de décision afin de conquérir de nouveaux marchés. La force de Blue Moon, c'est notre culture de travail ainsi que la diversité des compétences et des expériences de nos consultants. En parlant de consultants, j'ai à ma droite Davy Besson, qui est notre directeur du développement et qui va profiter de ce webinaire pour vous présenter effectivement le biomimétisme, la méthode biomimétisme et son apport dans la créativité technologique ouverte. Bonjour David. Bonjour Thomas, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, Davy, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Denis Besson, je travaille chez Blue Moon depuis 4 ans maintenant et dans des sujets d'innovation technologique plutôt liés à des secteurs de la chimie et des matériaux depuis une quinzaine d'années. Je suis physicien de formation avec ensuite une, une spécialité en matière condensée avec également des activités de recherche sur des nanomatériaux et des nanotechnologies. Et j'ai donc été conduit à m'intéresser au phénomène de biologie, notamment par le biais de cette échelle nanométrique. Je vois qu'il y a une question sur notre localisation. Donc, pour ce qui me concerne, je suis dans les locaux à Villeurbanne, donc sur le campus de l'ADOA, à côté de l'INSA de Lyon. Ouais, et à savoir que Blue Moon est donc situé effectivement à Lyon, mais aussi à Paris et à Nice aussi. Et à Nice, les trois localisations. Donc, attaquons du coup. Je crois qu'aujourd'hui, tu veux nous présenter deux choses. D'abord, la créativité technologique ouverte, puis après, des exemples concrets de biomimétisme. Entamons. Eh bien, allons-y. Donc, oui, dans un premier temps, je voulais articuler cette présentation selon deux axes. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelle est notre approche, notre démarche de créativité technologique ouverte. Et puis, dans un deuxième temps, je vous proposerai d'illustrer dans cette démarche comment nous avons pu euh, utiliser, identifier des solutions issues de la nature permettant de répondre à des problématiques dans le monde technique. Donc, pour ce qui concerne notre approche de créativité technologique ouverte, elle a pour but soit de répondre à des problématiques techniques identifiées, soit de pouvoir alimenter en nouvelles idées technologiques un pipe d'innovation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette approche? On démarre par une analyse assez conséquente en termes d'informations formelles, donc sur les brevets, sur des publications. Donc, à la fois procéder à une analyse de l'existant, qu'est-ce qui existe dans le secteur que l'on regarde, et aussi on procède à une démarche d'ouverture où on va aller regarder dans d'autres secteurs ou dans d'autres champs de connaissances comment une problématique voisine ou connexe a pu être traitée. Donc on fait ce travail-là à la fois pour identifier de nouvelles briques de solutions technologiques possibles, et également pour identifier des expertises qui sont donc à l'extérieur de l'entreprise, qui sont pour, euh, pour beaucoup dans le monde académique, par exemple, et qui nous apparaissent pertinentes pour répondre à la question. On fait ce travail-là donc pour identifier des expertises et donc des experts que l'on va ensuite rassembler dans le cadre d'un atelier de créativité dans lequel on va utiliser des techniques de créativité appliquées à des problématiques scientifiques ou techniques. D'accord. Et du coup, en termes de méthodologie, il y a un état des lieux qui est Voilà, établi. comme je le disais dans la première phase, donc cet état des lieux est assez fouillé, où on va regarder donc par analogie dans d'autres disciplines, et on y viendra par la suite quand le sujet s'y prête, quand c'est pertinent. On va également
s'intéresser aux stratégies utilisées dans la nature pour répondre à des problématiques qui nous intéressent. Donc, on fait ce travail-là, cet état des lieux élargi, que l'on soumet ensuite, que l'on envoie à tous les participants de l'atelier, quelques semaines avant, qui permet donc à tous les participants de pouvoir commencer à réfléchir à de nouvelles idées, voilà, ce qu'on appelle une phase d'incubation. Puis ensuite, on réunit tout le monde et donc on fait donc cet atelier créatif. D'accord. Voilà, donc ici, la diapo là, vous présente un petit peu comment est-ce qu'on ouvre. On va donc regarder ce qui se passe, ce qui se fait ailleurs, dans des métiers des fois complètement différents, et puis donc avec des disciplines également complètement différentes, qui peuvent aller donc de la physique, de la chimie, de l'optique, toutes sortes de disciplines scientifiques. Donc tout ça pour dégager des idées qui sont ensuite classées. Oui, là je vous propose un exemple de classement des idées. Donc par exemple, si on souhaite progresser et pouvoir imaginer des solutions de rupture, dans le classement qui est présenté ici, donc c'est plutôt la case rouge. Donc on essaye d'avoir le plus d'idées dans cette case-là si on veut des innovations de rupture. Après, on va classer les idées des plus simples, des plus faciles à mettre en œuvre, jusqu'aux idées les plus impossibles, qui apparaissent a priori impossibles, mais que l'on engage quand même à conserver sous le coude pour l'avenir. Tout ça, cela permet de sélectionner, d'évaluer les idées entre elles pour justement les sélectionner et alimenter le pipe d'innovation. C'est la participation et c'est l'expertise vraiment des participants qui permet d'établir un tel classement. D'accord. Si on rentre dans le sujet biomimétisme, si tu peux d'abord nous parler un peu des principales tendances. Oui, donc là, je voulais vous montrer un peu d'où vient le sujet, ça fait combien de temps qu'on regarde ces sujets-là. Donc si on regarde le graphique de gauche là, qui présente un peu le volume de littérature à la fois scientifique et technique, donc des brevets, des publications. On constate que le sujet est en forte progression depuis une quinzaine d'années, avec une activité très soutenue aux États-Unis, le terme biomimétisme ayant été élaboré par une écologue américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui est donc le premier livre dédié à ce sujet-là. C'est d'ailleurs aux États-Unis où le biomimétisme est le plus implanté, peut-être en termes de créativité technologique. C'est ce qu'on perçoit, effectivement. L'Europe aussi commence à être bien représentée, notamment par des équipes allemandes qui s'intéressent au sujet, pareil, depuis 15-20 ans, et qui ont constitué des réseaux d'expertise les plus importants en Europe. D'accord, et du coup, c'est justement en Europe qu'il y a voilà, c'est ce qu'on illustre ici. Réseau le plus important. Avec les réseaux allemands. Je voulais quand même signaler la présence en France du centre d'excellence européen en biomimétisme. Le CBIOS. Le CBIOS, qui est installé à Senlis. D'accord, oui, le CBIOS que nous connaissons bien, avec qui on a fait une conférence au mois de juin sur ce sujet. Tout à fait. Donc pour illustrer la démarche, en fait, quel est l'apport du biomimétisme dans l'innovation technologique? Donc ici, vraiment l'objectif, c'est de pouvoir s'inspirer des solutions que l'on peut trouver dans le monde vivant et que l'on peut ensuite adapter à l'environnement technique. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder dans le vivant quelles sont les solutions apportées à un problème identifié et de pouvoir ensuite les transposer dans le monde réel, dans le monde industriel.
D'accord. Maintenant, on va passer à la phase un peu plus qui me passionne sur des exemples vraiment concrets de biomimétisme et d'innovation. Avant même d'attaquer ça, je tiens à vous dire peut-être quelque chose que je n'ai pas précisé au début. Je vous invite à poser toutes vos questions, effectivement, via l'outil qui est mis à votre disposition. Nous y répondrons à la fin avec Davy. J'ai déjà vu qu'il y avait quelques questions. N'ayez pas peur et nous y répondrons avec plaisir à la fin de ce webinaire. Pour commencer notre tour, notre aventure du concret Oui, du c'est un mimétisme. petit voyage dans le monde du biomimétisme et des solutions, des phénomènes qu'on a pu explorer, qu'on a pu investiguer et qu'on a pu ensuite proposer comme source d'innovation technologique. Donc, je voulais commencer avec peut-être les exemples, disons, les plus directs, qui semblent les plus faciles à, à appréhender. Donc ici, l'exemple donc du bec du martin pêcheur, Un exemple emblématique, oui. exemple un peu emblématique du biomimétisme, donc, où la forme du bec a été adaptée à l'avant d'un TGV japonais, notamment pour permettre une meilleure pénétration dans l'air et éviter les ondes de choc, notamment dans les tunnels. Donc voilà, un exemple direct d'inspiration d'une forme, ici pour l'avant d'un train. D'accord. Le second exemple est, je crois, un peu plus récent et un peu moins connu. Peut-être un petit peu moins connu avec une société française donc, qui s'appelle EEL et qui développe pour la récupération d'énergie marine une solution non pas d'hydrolienne à pales rotatives, hein, on a rarement vu des poissons à hélice, mais plutôt inspiré donc des mouvements ondulatoires de l'arrêt manta, et donc où les courants marins font vibrer cette membrane souple qui ensuite permet de récupérer l'énergie. D'accord. Un autre exemple que l'on a pu regarder, notamment dans le cadre de sujets autour de la dispense de produits médicaux, et notamment donc, toute la problématique des aiguilles antidouleurs. Donc, on peut s'amuser à regarder quelles sont les formes d'objets, disons, piquants, donc directement inspirés de la forme des dards, des crochets de serpents, des épines de rose, avec un exemple concret et réel, là, que je vous présente ici, qui est donc inspiré de la forme conique d'un moustique, hein, de la trompe du moustique, et qui a donc donné une seringue dont l'aiguille est de forme conique, donc pour permettre de limiter la douleur. Donc là, c'est vraiment la forme conique qui a permis d'avoir cet effet très concret, très innovation avec donc un produit existant. d'une aiguille indolore. Si on passe maintenant sur les couleurs, de ce que je sais sur les couleurs, c'est vraiment les structures qui font la différence. Effectivement, donc là avec aussi un exemple emblématique hein, sur l'aspect coloration, avec la structure des ailes du papillon morpho que vous voyez en bleu là au-dessus du liquide. Et donc là où on explique la coloration non pas par la présence de pigments ou de colorants, non pas par la chimie, mais vraiment là par les phénomènes de réflexion optique, et donc dit de cristaux photoniques, ou avec une structure périodique, donc présente sur la surface des ailes du papillon. Cette structure permet de ne réfléchir qu'une seule longueur d'onde, en l'occurrence ici du bleu. Donc c'est pour ça que le papillon apparaît bleu. Ce sont des stratégies, hein, des structures, des architectures qu'on a regardées et qui ont pu inspirer notamment de la coloration pour de l'anti-contrefaçon, également des pigments, donc pour le coup des pigments optiques, dans le cadre de la cosmétique, par exemple. De la cosmétique, et c'est aussi l'exemple du fameux scarabée blanc
qui est son, qui a permis de faire du blanchiment dentaire, de la Oui, coloration de ça c'est cheveux. aussi un sujet qu'on a travaillé donc sur les notions de blancheur, de blanchiment, que ce soit pour des dents ou bien pour la coloration des cheveux. Avec là, à l'inverse du papillon morpho, on a donc un scarabée dont la carapace présente, elle, des architectures, des structures à la fois dont les objets sont de taille et de géométrie complètement aléatoire. Mhm. Les objets se baladant entre 400 et 800 nanomètres, les structures étant non périodiques. Cette structure-là permet non pas de réfléchir une seule longueur d'onde, mais toutes Plusieurs. les longueurs d'onde du spectre. D'accord. C'est ce qui explique la couleur du blanc éclatant de ce scarabée. Donc, en s'inspirant de ces structures-là, pourquoi ne pas imaginer des formulations particulières utilisant des objets de taille différente que l'on n'organiserait pas et qui permettraient de réfléchir toutes les longueurs d'onde. D'accord. Et avec toutes ces avancées, on en vient à se demander si on ne peut pas créer des matériaux camouflants, des matériaux camouflants. Mais c'est pas encore, on n'en est pas encore Alors là. là, oui, je vous cite quand même cet exemple-là où en fait on commence à bien comprendre l'explication, les phénomènes de camouflage qui sont quand même complexes, qui sont mis en œuvre dans la nature. Donc là, avec une publication relativement récente sur vraiment les bases d'explication du mécanisme de camouflage pour une sèche. Donc voilà, ça ouvre une voie à pouvoir imaginer des structures que l'on pourrait fabriquer artificiellement et qui permettraient de pouvoir colorer les objets en fonction de leur environnement. Mais à ma connaissance, on n'est pas encore arrivé au développement technique de ce type de mécanisme. On n'est pas loin, c'est peut-être la future innovation. La future innovation. Passons maintenant à l'optique et commençons par une start-up française. Oui, donc pour poursuivre à la fois sur la couleur et puis ce qu'on a pu croiser en termes d'optique et de biomimétisme appliqué à des problématiques d'optique. Donc une start-up française qui s'appelle Glowy et donc qui développe des produits bioluminescents, donc inspirés de bactéries du calamar et donc qui permettent d'obtenir des produits qui luminescent en étant alimentés énergétiquement par une solution nutritive. Voilà. Et qui permettrait à terme, je crois, si je ne me trompe pas, d'illuminer des villes de nuit et sans énergie, quelle que ce soit. C'est un des objectifs de la société, tout à fait. D'accord. Pour poursuivre sur les phénomènes de luminescence, un exemple qui est aussi intéressant, là directement inspiré de la structure donc de l'abdomen de la luciole, de façon à pouvoir augmenter l'intensité du signal optique émis, voilà, avec des résultats qui ont été publiés sur des structures où la source lumineuse est donc du LED organique et sur laquelle on vient déposer une structure géométrique particulière qui permette d'exalter le signal optique. Si on en vient maintenant à un autre exemple que l'on a croisé pour améliorer l'imagerie en particulier, ici dans le visible, toujours lié à ces structures particulières. Donc c'est une équipe qui a pu reproduire la structure rétinienne donc de ce poisson éléphant qui permet donc de pouvoir collecter le moindre grain de lumière de façon à améliorer la sensibilité de dispositifs d'imagerie optique. D'accord. Ici, dans le visible, dans cet exemple-là, je ne sais pas si pour le coup c'était des structures directement bio-inspirées, mais voilà, dans l'idée d'améliorer
la sensibilité des détecteurs. Voilà, la NASA a pu envoyer un détecteur infrarouge dont les propriétés sont améliorées. Si on en vient à l'infrarouge, donc le champion du monde de la détection infrarouge, c'est un de voilà dans la famille des serpents. Donc là, j'ai pas encore identifié vraiment disons d'objets ou de dispositifs directement inspirés de cette membrane sensible aux infrarouges du serpent, mais c'est une voie qui peut être intéressante à regarder en termes de détection infrarouge. Si on poursuit un peu dans le spectre électromagnétique, on peut regarder également les chauves-souris, les meilleurs détecteurs ultrasons, avec des premiers résultats qui commencent à apparaître sur à la fois de la modélisation et puis de la compréhension donc du fonctionnement des capteurs ultrasons chez les chauves-souris, qui pourraient permettre à terme d'imaginer des nouveaux dispositifs ultrasons. On peut imaginer ça, par exemple, pour du contrôle non destructif qui est utilisé aujourd'hui. Ok. Si on passe maintenant à l'adhésion, il y a quelques exemples que je connais assez bien, ce qui était, oui, effectivement, sur le velcro. Oui, velcro. Donc on a parlé un petit peu des origines du biomimétisme, relativisons un petit peu. Si on se penche un petit peu plus sur le passé, donc oui, Léonard de Vinci dessinait déjà des objets volants inspirés des animaux volants. Ici, je vous présente donc le brevet du velcro. Donc le velcro, qui veut dire velours crochet, c'est pas très très récent. Ça date des années 50 et effectivement directement inspiré donc de la structure et des petits picots de la fleur de Bardane, où l'inventeur, en se baladant dans les champs avec son chien, se retrouvait avec ces petites boules accrochées à ses chaussettes, et donc ça lui a inspiré le velcro. Là, maintenant, on va parler de Spider-Man. Alors oui, effectivement, après le velcro un petit peu à la taille du millimètre, on a le nano-velcro. Donc le nano-velcro, c'est inspiré directement de la structure des pattes d'un lézard qui s'appelle le gecko, et donc qui par la multiplicité de ces poils, en fait, à cette échelle nanométrique, permet de multiplier les interactions à la surface, et donc lui donne la fonction de pouvoir s'accrocher sur des surfaces horizontales. N'importe quel type de surface? Alors, ça marche mieux quand les surfaces sont sèches. Ouais. Là, je vous présente la photo du Spider-Man, en fait, est directement tirée d'une publication qui a déjà plus de 10 ans, et donc pour laquelle donc l'équipe de chercheurs avait donc reproduit artificiellement cette structure nanométrique de pattes de gecko. Sur la photo qu'on voit en bas à gauche, donc ils avaient nanostructuré une feuille polymère qu'ils ont ensuite collée sur la main du Spider-Man. Donc ensuite, c'est un objet qui faisait, je crois, plus de 200 grammes, qui permet d'être attaché au plafond avec un carré de surface, 1 centimètre carré. D'accord. Si on poursuit un petit peu dans l'idée du gecko, donc je disais tout de suite qu'une des contraintes, c'est que ça fonctionne un peu moins bien sur des surfaces humides. Donc il y a une progression, un développement une piste qui s'est créée en combinant en fait deux effets. Donc à la fois la nanostructuration des pattes du velcro, et on peut imaginer pouvoir greffer sur ces petites structures des molécules issues donc du byssus de moule. Les byssus, c'est donc les petits fils qui accrochent la moule au rocher. Et donc en combinant ces deux fonctions, on peut imaginer créer des surfaces adhésives sur surface humide. Sur surface humide.
Donc un super adhésif Un pour super adhésif universel. et sous l'eau. En milieu humide, toujours, je crois Toujours en milieu qu'il y humide, a un ouais, autre tout à exemple. fait, avec un exemple un petit peu récent qui s'appelle pour le coup Gecko Médical, mais qui est plus inspiré de la moule. À savoir, c'est une plateforme de synthèse de polymères, donc inspirée des byssus de moule, et dont les premières applications sont dans le domaine chirurgical, avec une tenue dans le milieu humain, avec une application de suture. Avec une application de suture, donc c'est un adhésif, oui, qui va Un permettre de. adhésif qui permettrait de se substituer aux agrafes ou bien même aux colles cyanoacryliques qui peuvent être utilisés aujourd'hui. Ok, donc une avancée assez fondamentale dans le milieu de la santé. Ça avance. Si on passe maintenant, si on reste même sur l'eau et sur les différents types de super hydrophobicité. Oui, donc là, c'est vraiment comme pour le bec du martin pêcheur, la surface de lotus Très connu. est un autre exemple. Voilà, on a le velcro, le martin pêcheur et la feuille de lotus pour donc des fonctions de super hydrophobicité, donc qui permettent à n'importe quel liquide, hein, que ce soit de l'eau, la photo de droite, je crois que c'est du miel, où donc on va pouvoir, disons que la structure qui est présente sur la surface des feuilles, qui est une structure un peu complexe, qui présente à la fois des motifs micro et nanostructurés, permet donc d'avoir un effet de super hydrophobe où le liquide ne mouille absolument pas la feuille. D'accord, et je crois on a quelques exemples aussi de. Donc là, oui, comme on l'a vu auparavant, donc ce sont la publication d'origine sur la compréhension de l'effet lotus date d'une vingtaine d'années. C'est un des axes de solution biomimétisme qui a été mis en œuvre, travaillé depuis longtemps et que l'on a donc pu investiguer pour différents types d'applications pour le coup. Je crois que Blue Moon particulièrement a déjà mené des missions sur ces thématiques, sur ces Sur ces problématiques. problématiques-là, tout Ouais, à fait, avec des applications finales qui sont différentes, mais où le principe est le même, à savoir, donc, si on évite de former une goutte sur une surface, donc on va pouvoir éviter la présence de givre, de glace, donc c'est intéressant pour l'aéronautique. Si on évite de former un film sur un tube de condenseur, par exemple, on va améliorer l'efficacité des échanges thermiques. Et puis, si on peut combiner l'effet super hydrophobe avec un effet oléophobe, on peut imaginer créer des surfaces, par exemple, anti-traces de doigts. d'accord. Ensuite, sur l'humidité en particulier, ah oui, un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du scarabée capteur d'humidité. Tout à fait. Donc, c'est un scarabée du désert qui, lui, a la propriété d'être à la fois super hydrophile et à la fois super hydrophobe. Donc, la structure que l'on voit sur sa carapace donc présente des cols super hydrophiles, donc il va être capable de capter la moindre molécule d'eau présente dans l'air sec du désert. Il va pouvoir condenser ces molécules d'eau et pouvoir former ensuite une goutte dans ces vallées super hydrophobes, et il va pouvoir comme ça s'hydrater avec de l'eau liquide Donc il est complètement autonome pour. pour pouvoir capter l'eau dans l'air. D'accord, impressionnant. C'est donc voilà, un concept, une stratégie que l'on a pu au moins proposer. Il n'y a pas encore de solution réelle, même s'il y a des brevets déposés sur ce principe-là. Mais on peut imaginer couvrir par exemple des miroirs de centrales solaires thermiques qui sont le plus souvent installés dans des régions où il y a beaucoup de soleil, donc qui sont des régions désertiques, Mhm. et où la problématique du nettoyage, parce qu'on a beaucoup de poussières qui viennent s'accumuler sur les miroirs,
Et donc, ça nécessite un nettoyage relativement fréquent si on veut garder la réflexion optimale. Donc l'idée, c'était de pouvoir traiter ces miroirs des centrales solaires avec des revêtements de type scarabée du désert pour pouvoir les rendre finalement auto-nettoyants en utilisant le moins d'eau possible. Très bien. Maintenant, parlons des propriétés mécaniques. Un exemple avec effectivement les écailles du requin, c'est toujours la structure ici, je crois. Toujours sur l'aspect surface, Mm. avec aussi un exemple très connu de la structure de la peau de requin, donc pour des applications liées à l'amélioration des propriétés aéro-hydrodynamiques. Donc, tout le monde se souvient des combinaisons pour les nageurs il y a quelques années, Ouais. qui sont aujourd'hui interdites, hein, où ça a trop amélioré les performances. Par le passé, dans les années 80, 3M avait développé des adhésifs donc microstructurés. Hein, les motifs de la structure de la peau de requin sont plutôt à l'échelle micrométrique. Et donc 3M avait réalisé des adhésifs microstructurés de façon à améliorer l'aérodynamisme des avions. D'accord. On peut aussi le voir illustré sur l'amélioration de l'aérodynamisme dans l'automobile, Dans par exemple. l'automobile. Sur la structure, effectivement, ça permet aussi des revêtements Tout à antibactériens. fait. Aussi directement inspiré de la peau de requin, avec une dérivée de cette structure-là. Pour le coup, ici, non pas des problématiques d'aérodynamisme, mais des revêtements sur lesquels les bactéries ne vont pas s'accrocher. Donc, il y a une start-up qui propose ce type de produits qui peuvent être utilisés, par exemple, sur des coques de smartphones. Après, on va parler de la toile d'araignée, ça c'est aussi un exemple connu de propriété Exemple mécanique aussi forte. connu pour les propriétés mécaniques, avec là un sujet qui est travaillé quand même depuis de nombreuses années. Je cite quand même une publication assez récente qui, à ma connaissance, est la première publication qui permet d'arriver jusqu'à, je crois, 1 kilomètre de fil. Là, on a vraiment créé, l'équipe, là, c'est en Suisse, une équipe suisse, qui a donc développé cette machine de filage de fil dont les propriétés se rapprochent du fil de la soie d'araignée, donc en utilisant des molécules aussi inspirées directement des protéines de la soie d'araignée. D'accord. Toujours dans les propriétés mécaniques, où là, on veut augmenter la dureté d'un revêtement avec des résultats qu'on a pu investiguer pour une application particulière, par exemple un pneu anti-crevaison, où là, on s'inspire directement de la nacre d'ormeau, qui est une structure vraiment très intéressante qui permet de combiner à la fois une grande dureté par la présence de cristaux de carbonate de calcium qui sont empilés avec des couches intermédiaires de protéines, donc plutôt un comportement souple. Voilà, donc on permet ici d'avoir une structure aux propriétés mécaniques de dureté qui sont remarquables. Ouais, qui sont assez impressionnantes. Après, sur les abeilles aussi, Alors, c'est assez connu aussi, propriété mécanique assez intéressante. alors plutôt là pour le coup, pour oui, la Oui, structure hexagonale le nid en nid d'abeille. d'abeille, si on veut obtenir des propriétés donc mécaniques allégées. Donc, ça, c'est des structures qui sont classiques dans le monde aéronautique notamment. Dans le monde aéronautique. Un autre exemple assez intéressant là, qui est plutôt lié à des problématiques d'absorption de choc, avec l'exemple de l'écorce d'un agrume, le pomelos, qui a la particularité de présenter un gradient de porosité. Donc on a une porosité qui évolue dans la largeur en fait
de l'écorce, et donc qui lui permet Mieux absorber de les mieux chocs. absorber les chocs. Donc quand le fruit tombe à terre, il conserve son intégrité plus longtemps. Mhm. Et tout l'écosystème qui se nourrit de ces fruits-là peuvent en profiter plus longtemps. Passons maintenant aux deux derniers exemples que nous avons, et avec une petite bête, je crois, qui allait dans l'espace et qui en est revenue. Tout à fait. Donc ça, c'est lié aussi à une mission qu'on a pu regarder sur l'amélioration, disons, de la conservation de produits biologiques. Mhm. Donc en s'inspirant donc du métabolisme d'organismes qui sont capables de résister à des conditions extrêmes, donc les organismes dits extrémophiles, que ce soit en température, alors soit l'extrême froid, soit l'extrême chaud, soit en pression, par exemple. Donc, ce sont des organismes qui présentent la propriété de pouvoir mettre en sommeil leur métabolisme et de pouvoir les réactiver à la demande, en fait. Donc, l'idée, c'était de s'inspirer de ces stratégies-là, de ces mécanismes-là, pour pouvoir imaginer des solutions de conservation de molécules biologiques. D'accord. Et enfin, le dernier exemple, assez sur les réseaux neuronaux. Oui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mhm. Donc un résultat récent, là encore, directement inspiré du fonctionnement et de la structure donc des synapses, avec des premiers composants, disons, nanoélectroniques qui reproduisent le fonctionnement des interactions et des échanges électriques dans les synapses, donc en vue de pouvoir optimiser énergétiquement le fonctionnement de dispositifs de réseaux neuronaux. D'accord. Voilà, pour terminer sur l'intelligence artificielle après ce voyage dans la nature. Sur une petite note, une petite ouverture, hein, intelligence artificielle. Davy, merci beaucoup pour tous ces éléments très concrets. On en arrive à la fin, et enfin pas la fin, mais à la partie questions et réponses, effectivement. Je vais vous proposer du coup à notre auditoire de poser leurs questions. Il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Déjà, nous pouvons répondre à Ellie et Nicolas qui nous demandent si la présentation va être disponible. Oui, effectivement, la présentation sera disponible, le support, mais aussi le replay de ce webinar. Et tout cela sera mis dans un groupe de partage qui va être créé sur le biomimétisme par Blue Moon, et qui vous permettra d'échanger entre vous et avec Davy et avec les consultants experts de Blue Moon autour de ce sujet pour s'enrichir mutuellement. Une autre question que nous avons qui nous vient de la part de Richard. Comment fait-on la liaison entre un problème R&D avec les solutions existantes dans la nature? C'est, je crois, justement la méthode que nous avons présentée au début, qui est cette méthode de créativité technologique ouverte. Oui, donc en fait, c'est donc la question, est-ce que cette liaison est directe ou indirecte? Je pense que de toute façon, il faut... Alors, j'en ai pas parlé, mais ça peut peut-être faire l'objet de ma réponse. Comment faire le lien? Il existe un outil de résolution de problèmes techniques qui s'appelle TRIZ, donc qui est basé sur de l'analyse de brevets techniques. Peut-être pour répondre à la question qui n'est pas facile, récemment a été développé pour faire ce lien direct, donc identifier quelles sont par exemple les contradictions. Il existe un outil qui s'appelle Biotriz et qui pourrait permettre de faire ce lien. De faire ce lien. Ok. Une question de Nicolas qui nous demande, toujours sur cette méthode de créativité technologique ouverte, combien de temps dure la première étape, celui de l'état des lieux élargi? Donc là, généralement, alors pour ce type d'approche, dans notre démarche, il faut quand même travailler assez en profondeur les sujets. Donc on se donne 3 à 4 mois
pour cette phase de préparation, d'état des lieux élargi, et puis ensuite sur donc l'atelier, la tenue de l'atelier en lui-même, et puis le bilan, un mois, 2 mois après est suffisant. D'accord. Il y a Marianne qui nous pose la question, a-t-on retrouvé les propriétés du fil de l'araignée lors de la création du fil de synthèse? C'était l'exemple du coup de la synthétisation de... Où est-ce que je vais le retrouver? Sur les propriétés mécaniques. Oui. Alors sur ces propriétés du fil d'araignée, donc si je raconte pas de bêtises, c'est aussi issu de molécules type dopamine, dans mon souvenir. J'avoue que j'ai pas forcément tous les résultats en tête, donc je pourrais pas répondre, je voudrais pas dire de bêtises par rapport aux résultats des propriétés du fil de soie artificielle en fait. D'accord. Donc à explorer. À explorer, mais voilà, a priori, on a vraiment l'objectif, c'est de retisser, retrouver la structure naturelle. Donc a priori, je pense qu'on tend effectivement vers les mêmes propriétés. D'accord. Une autre question. Très intéressante, question très intéressante sur la disparition des espèces naturelles. De Nicolas, qui effectivement, la disparition d'espèces naturelles ne va-t-elle pas induire une diminution de l'approche d'innovation par biomimétisme? En première intention, je dirais que oui, parce que étant donné la diversité, la variété des phénomènes qu'on observe dans la nature, effectivement, si on perd des espèces, on va perdre des sources d'inspiration. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Une autre question, comment le design thinking s'intègre ou pourrait s'intégrer dans le biomimétisme? Donc ça, c'est une question qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Je pense à mon collègue Mathieu, qui pourrait effectivement... Mathieu Lacombe, qui est directeur de mission sur le sujet management de l'innovation. Et qui donc utilise des méthodes qui déploient du design thinking. Je sais assez récemment, on est intervenus tous les deux pour un client et sur justement l'utilisation du biomimétisme. Donc oui, ça pourrait. C'est une bonne question. Est-ce que le design thinking ne serait pas une phase amont qui permettrait de dégager des problématiques des consommateurs ou de clients finaux potentiels, et ensuite le biomimétisme qui viendrait justement pour répondre, comme méthodologie pour répondre, pour trouver des solutions pour répondre à ces problématiques? C'est une voie possible, effectivement. C'est l'une des voies possibles. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions. Une dernière question, Davy, sur effectivement les exemples les plus marquants de Blue Moon en termes d'utilisation du biomimétisme pour innover. Disons que dernièrement, ce qu'on a pu faire sur la conservation de molécules biologiques, d'intérêt biologique, en regardant les organismes extrémophiles, on a beaucoup appris. Et je pense que c'est un bel exemple de cette utilisation-là. Après, sur les sujets liés au phénomène de physico-chimie de surface, interface, que ce soit de l'adhésion ou bien des propriétés superhydrophobes, c'est aussi des exemples qu'on a pu regarder d'un peu plus près. D'accord. Écoutez, une dernière question qui nous vient de Florian. Comment faire pour être à jour sur l'actualité biomimétisme? Donc là, oui, disons on déploie en fait et on utilise à travers des outils de veille, hein, donc où on suit en fait l'actualité liée que ce soit des publications, des nouveaux produits, des nouvelles startups.
Disons qu'on est en veille permanente sur ces sujets-là. On a une experte en plus chez Blue Moon Oui. qui est sur ces sujets de veille, Qui a mis en place un dispositif permanent. qui est Nathalie Tuel et qui est la directrice de l'information chez Blue Moon et qui réalise, elle, des missions justement de veille technologique et qui permettent aux clients d'être alimentés en information. Et du coup, elle t'alimente en sujet biomimétisme. Tout à fait. Très bien. Est-ce que nous avons une autre question peut-être à prendre? Avez-vous d'autres éléments sur l'aéronautique? Une question de Cécile. Alors, on a parlé un petit peu d'icephobie, là, de superhydrophobie. On a parlé d'aérodynamisme. Oui, je l'ai pas illustré. Il y en a un qui me vient à l'esprit. Ben, c'est tout l'aspect de structure hélicoïdale qui ont été regardés pour l'optimisation des turbines dans mon souvenir. Mais je voudrais pas raconter trop de bêtises. D'accord. Euh, du coup, nous arrivons à la fin de ce webinaire. On a tenu le temps qui était imparti de 45 minutes. Je vous invite effectivement, si vous avez la moindre question qui puisse arriver dans les prochains jours, dans les prochaines heures, à ne pas hésiter à nous les poser à Blue Moon. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur le formulaire de contact de notre site internet. Et Davy et les experts, les consultants de Blue Moon seront ravis d'échanger avec vous sur ces sujets. Merci en tout cas pour votre attention cet après-midi.